La Pampa des Ranqueles. Ranqueles, population indienne qui, aux alentours de 1775, s'est installée dans les provinces argentines de San Luis, Cordoba, Santa Fe et Buenos Aires. Y venaient, à l'origine, des régions qui bordent la cordillère des Andes. Par Ramin Zorrilla, 23 janvier 1952. Après l'avoir délaissé pendant 7 jours, je reprends le cours de mon pauvre journal. Nous avons passé 3 jours à remettre la moto en état. Nous avons traversé Bahia Blanca et Puerto White où nous avons tenté sans grand succès de changer nos quelques pesos en monnaie chilienne et péruvienne. Nos 1100 pesos argentins ne nous ont donné que 200 pesos chiliens et 100 dollars environ. Il nous reste dans les 2000 pesos que nous irons changer à Bariloche avec les touristes. Les Saravias nous ont réservé un accueil chaleureux. L'événement le plus pittoresque fut une rencontre de hasard avec un employé de bureau qui nous a proposé une visite guidée de la ville, de nuit. Ce fut une soirée éprouvante. À l'écouter se vanter, nous conter ses bonnes fortunes amoureuses, les contrats prétendument juteux qu'il s'apprêtait à décrocher, et à voir quelle vie il menait, renfermé sur lui-même, nous nous sommes aperçus que nos remarques ironiques et parfois ouvertement moqueuses ne l'atteignaient jamais. Une fois seuls, Fusser et moi nous sommes fait la remarque que, sans ce quelque chose qui nous insufflait l'énergie de la révolte, nous étions probablement destinés au même genre de vie. Moi pharmacien d'une petite ville, lui docteur de riches patientes spécialisé dans les allergies. Le 21 janvier, avant de quitter Bahia Blanca, des gens de la région nous ont prévenus que la traversée des dunes présentait certaines difficultés. Il nous fallait partir à l'aube, lorsque le sable est imprégné de rosée. Comme de bien entendu, c'est à midi, une fois la moto réparée, que nous nous sommes mis en route, car il n'était pas question d'ajourner notre départ au lendemain. Le sable était brûlant. Nous nous sommes offerts 12 chutes, toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Passé Médanos, c'est Fuser qui a piloté. Nous avons fait une nouvelle chute en percutant une dune à pleine vitesse, heureusement sans conséquences dramatiques. Au crépuscule, une lourde pluie s'est mise à tomber, nous obligeant à nous abriter dans une cabane. Nous y sommes restés jusqu'à l'aube. Le 22, nous reprenions la route pour Joel. Elle ressemble beaucoup à celle qui relie Saint-Bolard à Rayo Cortado, dans les montagnes de Cordoba, et que j'empruntais pour aller à la léproserie de Cordoba et en revenir. À midi, totalement fourbu à cause des kilomètres et des kilomètres parcourus sur une route sommaire et accidentée, nous avons fait halte à Pichimahuida, un petit village haut en couleur, au bord du fleuve Colorado. Nous avons installé notre barbecue à l'ombre d'un petit bosquet de pins qui s'étendait presque jusqu'à la berge de sable rouge. Le plus joli campement que nous nous soyons trouvés jusqu'à présent. Après manger, nous sommes partis pour Joel, mais le carburateur de la moto a commencé à donner des signes de faiblesse et nous sommes tombés en panne sèche. Nous avons dû attendre le passage du premier véhicule susceptible de nous dépanner de quelques litres d'essence. Une fois ravitaillés, nous avons repris la route jusqu'à la gare de Zorrilla. Là, on nous a autorisés à dormir dans un entrepôt à blé. Nous prenons notre maté en compagnie du gardien en nous préparant à partir pour Fort Général Roca. Aujourd'hui, nous avons subi un contretemps sérieux, le pire en fait, depuis le début de notre voyage. L'asthme de Fusser l'a fait souffrir dès le réveil. Je venais tout juste de terminer d'écrire le précédent paragraphe lorsqu'il s'est mis à trembler comme s'il avait la fièvre. Pris de nausée, il s'est allongé et a commencé à vomir de la bile. Il n'a rien mangé de la journée. Nous nous apprêtons maintenant à partir pour Joel, où se trouve un centre de soins médicaux d'urgence. Joel, 15 janvier 1952. Tandis que j'écris ces lignes, je songe à la journée du 23 qui m'apparaît comme un lointain cauchemar. Nous avons quitté Zorilla vers 19 heures, au coucher du soleil. Nous roulions tout doucement pour limiter les secousses de la moto, car Pelao avait un mal de crâne tenace. En arrivant au centre de premier secours, un véritable hôpital régional, nous avons été accueillis par un infirmier qui nous a grossièrement envoyés vers le directeur, qui vit à plusieurs pâtés de maison de là.
Nous nous sommes présentés, Ernesto, étudiant en médecine, et moi, biochimiste. Le directeur nous a renvoyés à son tour à l'accueil, mais l'infirmier, lorsqu'il a appris nos grades de docteur, et presque docteur, a radicalement changé d'attitude à notre égard. Au lieu du coin de garage où il avait d'abord pensé nous installer, il nous attribuait une chambre avec 2 lits et salle de bain attenante. Autrement dit, nous étions passés du rang de traîne savate à celui de gentleman. Comme si le fait de posséder un diplôme nous rendait plus sensibles au froid et au confort que deux humbles ouvriers. Hier après-midi, la fièvre d'Ernesto était presque tombée. J'en ai profité pour sortir faire un tour dans les rues de Juele. Passant sur le pont du Rio Negro, je me suis accoudé au parapet et ai laissé mon imagination vagabonder. Je pensais à ceux que j'avais laissés à la maison. Puis j'ai échafaudé un plan pour partir un jour tous les 5 en Europe, traverser l'Espagne, l'Europe centrale, voir le Danube et l'URSS, entendre sonner les cloches du Kremlin, tout comme je l'avais expliqué à mon compagnon de cellule, Corcho González, lors de mon séjour en prison en 1943. Ma promenade s'est poursuivie jusqu'aux parcelles de terrain aux abords de la ville. Je me sentais heureux, car rien ne réjouit tant le cœur d'un homme que d'avoir réalisé ses rêves. Je songeais à tous ceux à qui j'avais un jour confié mes projets, alors à l'état de fantasme, en particulier aux jeunes femmes qui voyaient dans ce voyage un rival redoutable. Tomasita et Pirincha, à Villa Concepción. Villa Concepción del Tío, petite ville de la province de Cordoba où l'auteur a vécu et travaillé comme pharmacien de mai 1946 à avril 1947. Negra, Delfina et Turca à Chanar. Et à toutes ces autres, cantonnées dans leur morne existence sans y trouver rien à redire. Moi aussi, mon existence avait ressemblé à la leur, mais j'étais conscient de vivre une période de transition. Aujourd'hui que ma nouvelle vie a débuté, je ne regrette en rien la précédente. J'ai repris ma joyeuse balade et suis parvenu près d'un marais bordé de roseaux. Dans les fourrés, j'ai cru voir trottiner de petites créatures semblables à des marsupiaux, habitants de mondes mystérieux, encore inconnus, mais ce n'étaient que des foulques travesties par mon imagination. La grêle avait ravagé les terres quelques jours plus tôt. L'herbe était jonchée de pommes et de poires encore vertes. J'ai acheté à l'un des jardiniers quelques pêches à partager avec Fusère, puis un camion m'a pris en stop sur le chemin du retour. Quelques minutes plus tard, j'étais à l'hôpital. Je dînai, laissai les pêches à Fusère qui dormait, et me remis à écrire. Chichinal, 27 janvier 1952. Nous sommes repartis hier, pleins de santé et les poches vides. À midi, après avoir traversé toutes sortes de villes aux noms indiens, Chelforé, Quequen, etc., nous sommes arrivés à Chichinal. Les noms de lieux sont tous ceux qui subsistent de cette race indomptable depuis que Buenos Aires, Paris et Londres ont envoyé leur armée de gauchos pour civiliser le désert. Et tant qu'ils y étaient, exterminer les Indiens et leur voler leurs terres. Après plusieurs retards dus à des crevaisons, nous avons atteint Cipolletti, l'une des villes importantes de la province de Neuquén. Les premiers signes de technologie et de labeur humain apparaissent dès les faubourgs. Les rivières ont été canalisées, les terres autrefois stériles sont aujourd'hui fertiles et fécondes. Là où proliféraient des broussailles poussent désormais des arbres fruitiers et des vignes sur plusieurs hectares. Après avoir essuyé plusieurs refus, nous avons fini par loger pour la nuit dans une cellule vide du commissariat de police. Dans la cellule voisine, deux prisonniers se régalaient d'un dîner fastueux. Il s'agissait de spéculateurs qui, grâce à quelques bouteilles, pour eux 3 fois rien, s'étaient assuré la servilité abjecte de leurs gardiens, afin d'adoucir leur séjour déjà bref. C'est un processus logique, puisque l'amende payée par ces deux escrocs, qui se prétendaient négociants, ne fait que passer des petits coffres où elle se trouvait aux grands coffres des 4 ou 5 arrivistes occupant des fonctions officielles, avant d'atterrir dans les coffres plus grands encore des oligarques du pays et des banques étrangères. Ce sont, comme toujours, ces derniers qui profitent de l'argent amassé grâce au labeur des petites gens.
Alors que cet argent devrait venir renflouer les caisses du pays pour permettre d'améliorer l'éducation de son peuple, qui pour le moment est surtout sensible aux beautés de l'alcool, du football et des courses de chevaux. Depuis des siècles, les petites gens ont été conditionnés par le même discours entendu à l'école, à l'église ou dans la presse. Trois entités dirigées par les plus riches et les plus puissants. Le peuple a été privé de toute possibilité de prendre conscience de sa propre force, car cela risquerait de l'inciter à se révolter pour vivre une vie meilleure. Alors que j'en discutais avec Ernesto, il m'a surpris une fois de plus par une de ces remarques incisives dont il a le secret. La pièce de monnaie aura toujours deux côtés, pile et face. D'un côté, la beauté d'un paysage, la fertilité d'une terre, de l'autre, la pauvreté de ceux qui la travaillent. La noblesse et la générosité des plus humbles, la méchanceté et la mesquinerie des propriétaires terriens et de ceux qui dirigent le pays. Ces paroles se sont profondément gravées dans mon esprit, et résonnent encore en moi lorsque, malgré les vociférations des deux escrocs à moitié ivres de la cellule voisine, je sombrais dans le sommeil. Pile et face, pile et face, pile et face. Sur la route de Piedra del Aguila, 28 janvier 1952. Nous sommes partis de Chipoleti à 9 heures. Après nous être ravitaillés à Nequén, nous avons roulé jusqu'à l'estancia de Cabo Alarcón, où nous avons déjeuné. En remontant en selle, nous avons été surpris par un violent vent du sud, dont les rafales nous fouettaient sans relâche. La route est rude, le paysage âpre. Les collines pelées succèdent aux plaines couvertes de broussailles rabougries. À perte de vue, une immense solitude. Sur des kilomètres, on ne croise pas la moindre habitation, pas le moindre animal, rien du tout. Je songeais. Nous savons qu'au-delà de cette route désertique, la beauté des lacs andins nous attend. Mais que devaient penser les pionniers qui ont parcouru ce trajet sans savoir quand ni où ils arriveraient? Mon esprit vagabondait toujours quand nous avons fait halte à Picoun-le-Fou pour prendre de l'essence. Puis, direction Bajada Colorada, dans un paysage toujours plus aride, balayé par un vent toujours plus cinglant. Au lieu du sable qui nous avait fouetté le visage, c'étaient désormais de petits cailloux soulevés par des tourbillons de poussière qui venaient frapper notre buste et nos lunettes de conduite. Quelques kilomètres avant Bajada Colorada, les premiers contreforts de la cordillère apparurent avec leurs côtes abruptes et leurs descentes soudaines. Arrivés à Bajada Colorada, nous nous sommes rendus au bureau local de l'Automobile Club d'Argentine. L'accueil, une fois n'est pas coutume dans ce genre d'établissement, a été déplorable. Nous avons fait la connaissance d'un groupe de pilotes de rallye chiliens. Tous se plaignaient du peu d'aide reçue de cette association, pourtant censée proposer assistance à ses membres souscripteurs. La bureaucratie y règne et se sert de l'argent des abonnements pour payer à ses responsables des voyages à l'étranger, où ils organisent des courses générant d'importantes rentrées d'argent qui ne profitent que très peu aux adhérents auxquels l'ASA doit exister. Nous sommes repartis jusqu'à Piedra del Aguila. À cause des collines de plus en plus denses, nous nous sommes retrouvés plongés dans l'obscurité plus tôt que les jours précédents. Nous nous sommes engagés dans une allée bordée d'arbres en pensant qu'il s'agissait de l'entrée d'un ranch. Au bout de 500 mètres, le chemin se perdait dans les broussailles. Nous avons garé la moto et continué à pied en direction de ce qui nous apparaissait dans la pénombre comme une maison. C'était en réalité les ruines d'un ancien fortin, Nogueras, poste avancé de l'armée de Buenos Aires en territoire indien. Le crépuscule était déjà dense lorsque nous nous sommes retournés vers la moto et avons rattrapé la route principale, cinglés par un vent qui, après l'allée bordée d'arbres, nous semblait encore plus violent. Après quelques kilomètres de route presque à l'aveuglette, la moto est tombée 3 fois de suite dans des nids de poules, et lorsque nous sommes sortis du dernier, je me suis senti projeté en avant. Le guidon de Poderosa 2 s'était brisé en deux. Dans la plus grande fébrilité, nous avons essayé de monter notre tente, mais les rafales de vent nous en empêchaient. Finalement, nous avons appuyé la moto contre un poteau télégraphique, nous y avons attaché une extrémité de la tente et tendu le reste de la toile pour dresser une sorte de rempart entre le vent du sud et nous. Coincés entre la moto et la toile de tente, nous avons préféré ne pas allumer de feu,
Et c'est donc après avoir enfilé tous nos vêtements que nous nous sommes glissés dans nos sacs de couchage. Avant de tomber dans les bras de Morphée, je murmurai, ironique, à l'oreille de Fousser. Cette fois, on dirait bien que la pièce est tombée sur la tranche. Piedra della Guila, 29 janvier 1952. Aujourd'hui, après avoir réparé le guidon à l'aide d'un assemblage en fil de fer, nous sommes arrivés tant bien que mal en ville, où nous avons fait ressouder le guidon. Après avoir cherché sans succès un hébergement, nous avons demandé si nous pouvions passer la nuit dans le garage où la réparation avait eu lieu. Et la seconde nuit inconfortable de notre voyage se déroule donc dans la fosse de graissage de l'atelier. Sur la route de San Martin de los Andes, 30 janvier 1952. Arrivé au bord du fleuve Coloncura, nous avons emprunté un bac tracté par un câble qui l'empêche d'être renversé par la force du courant. Sur l'autre rive, nous avons roulé pendant quelques kilomètres avant de trouver un chemin menant à une estancia. Nous y sommes entrés, désireux d'acheter de la viande, et avons trouvé là par pur hasard la preuve de l'avancée des Junkers allemands. Des nazis, en Patagonie. Un sujet évoqué au début de la Seconde Guerre mondiale, mais vite enterré. Le propriétaire, un Allemand assez jeune, ressemble à un officier prussien. Son nom ne fait pas mystère de ses origines. Van Puttkamer. En réalité, la famille Von Puttkamer a toujours protesté s'être installée en Argentine longtemps avant la Seconde Guerre mondiale. Le bâtiment principal est construit comme une maison de la forêt noire. Les Von Puttkamer ont même introduit dans la région des cerfs qui, au fil des ans, se sont acclimatés et reproduits. Nous avons exploré le domaine autant que nous avons pu, mais il est extrêmement vaste. Le fleuve Chimuin, qui le traverse de part en part, est typique des cours d'eau en montagne. Torrentueux, profond, d'une pureté cristalline et peuplé de truites arc-en-ciel. Oubliant l'allemand et toutes nos conjectures, nous nous sommes abandonnés aux joies ensorcelantes de la pêche. L'un des journaliers nous a prêté un équipement et nous avons attrapé plusieurs truites. Sur le chemin du retour, nous sommes tombés sur une cerisée en fruits. Pelao a mangé une poignée de cerises, mais pour ma part, j'ai tellement bafré que le soir venu, j'étais incapable d'avaler le moindre morceau de poisson ou de viande que Fuseur avait fait griller. Et qui sentait si bon. J'ai dû me résigner à consacrer ma nuit et la journée suivante à une copieuse diarrhée. Sur les rives du lac Nahuel Huapi, 8 février 1952. Il est presque 20 heures. Voici une semaine, nous faisions notre entrée à San Martin de los Andes, et nous voilà ce soir devant un lac situé à quelques 90 km de Bariloche. Il y a encore quelques minutes, le Nahuel Huapi était d'une belle teinte bleue. À présent que le soleil se couche, il s'est transformé en une mince nappe au reflet argenté. De l'autre côté du lac se dressent, majestueuses, les Andes, dont une brume bleuâtre rehausse encore la beauté. Tandis que j'observe le soleil s'effacer peu à peu derrière deux cimes enneigées, je m'efforce de coucher par écrit tous les événements survenus depuis une semaine. Pour moi, même les détails les plus infimes ont été cruciaux. Le jeudi 31, nous avons passé la nuit dans un abri du parc national de Saint-Martin. L'intendant est un homme avenant, très soucieux de la protection de la flore et de la faune. Nous avons également fait la connaissance de Don Holate, le veilleur de nuit. Un poème à lui tout seul. C'est un gaucho typique qui accuse un quintal et demi et éprouve les pires difficultés à se déplacer. Assoiffé de conversation et de vin rouge, il tenait à tout prix à ce que nous restions. Nous avons dormi sur place. À l'aube, équipés d'un sac à dos rempli de provisions, nous sommes partis à la découverte du lac Lacar. Serti dans un écrin de montagne aux parois couvertes d'arbres immenses, il offrait un spectacle dont la sérénité et la beauté primitive me subjuguèrent. Pendant que nous buvions notre maté en savourant la vue, nous commençâmes, Pelao et moi, à rêver tout haut. Nous implantions dans la région un laboratoire de recherche médicale qui, grâce à un hélicoptère,
approvisionnerait chaque matin les différents centres de soins de la région. Nous avons fini par mettre un terme à nos rêveries, car il était temps de retourner à notre campement. Là, nous avons accepté d'aider Donolate à préparer l'agneau rôti servi lors du déjeuner offert par l'ACA à un groupe de pilotes. Le restant de la matinée fut consacré à la récolte de bois, à l'allumage du feu et à manier la broche sous l'œil expert de Donolate. Comme nous nous y étions attendus, il s'est soulagé sur nous de tout son travail, mais nous y avons pris un tel plaisir. Nous ne nous sommes pas privés de goûter l'agneau, ni de l'accompagner abondamment de vin. Bientôt, nous eûmes la brillante idée de soustraire de la réserve 3 bouteilles pour notre compte. Fuser feignit d'être saoul, et les bouteilles cachées sous notre chemise, nous allâmes les mettre en lieu sûr, dans une ornière près de la route. Pas peu fiers de notre exploit, nous sommes retournés bavarder avec une nouvelle connaissance, Don Pendon, incarnation parfaite de l'hermaphrodite. Un homme chez qui tout, la voix, les cheveux, la poitrine, la démarche, évoque la femme. Son code génétique doit contenir plus de X qu'un manuel de mathématiques. Au fil de la conversation, nous lui apprîmes que nous venions de Cordoba. C'était justement de cette ville qu'étaient originaires certains des employés de la société de construction où travaillait Don Pedon, et notamment Luis Loyola. Il vient de Villa Concepción del Tio, dis-je, et c'est un ami à moi. Si vous le voyez, dites-lui que Granado est ici. La nuit était tombée. Nous avons récupéré les restes d'agneau pour notre repas du soir, en attendant patiemment que tout le monde soit parti, puis, très contents de nous, nous sommes allés chercher les bouteilles. Mais elles avaient disparu. Le 3 février, nous sommes allés assister aux courses automobiles, nos talents de rôtisseurs nous ayant valu 2 tickets d'entrée. Mais le spectacle était des plus ennuyeux. Sur le chemin du retour, une Jeep s'arrêta à notre hauteur. C'était Don Pendon qui nous amenait Luis Loyola. Après les embrassades et les questions d'usage, nous sommes allés boire un verre dans un bar où nous attendaient mes amis de Villa Concepción del Tio, Tomasito Leon, Horacio Cornero et Alfredo Morriconi. Ils étaient ravis de me revoir, et je me sentais ému et heureux. Nous avons trinqué à la santé les uns des autres, puis décidé de nous rendre à Junín de los Andes, où ils habitaient. Nous avons donc laissé notre tente et nos lits de camp à San Martin, et sommes repartis, eux en jeep, nous à moto. Une fois chez eux, nous avons mangé comme des animaux et dormi comme des bûches. Le lendemain, ils nous ont emmenés sur leur lieu de travail, après avoir réparé solidement le guidon de Poderosa 2 grâce à un poste de soudure à l'arc. Le soir venu, nouveau barbecue d'agneau généreusement arrosé d'un délicieux petit vin local. Un excellent dîner, mais le plus important pour moi était l'affection de mes vieux amis et leur désir de partager avec nous ce somptueux repas. Nous nous sommes rappelés les soirées dansantes et les pique-niques que j'aimais organiser, et qui, allez en croire, ne se sont jamais reproduits. On ne m'épargna aucune de mes conquêtes amoureuses, de Tomasita à Pirincha, en passant par Liebre et Gorda, les sœurs de Tristan et Horatio. En comparaison, Casanova était pour ainsi dire un amateur. Toutefois, en présence du frère de l'une de mes supposées petites amies, je préférais changer de sujet. Nous avons attaqué de plus belles grillades et bouteilles de vin. En hommage au bon vieux temps, nous avons offert à la femme d'Horatio et la mère de 2 petits Cornero une sérénade a cappella, qui la tirait de son sommeil. La fête s'est poursuivie jusqu'à l'aube, et lorsque nous nous sommes réveillés, l'heure tardive et une terrible gueule de bois nous empêchèrent de reprendre la route. Un nouveau dîner, d'adieu celui-là, fut organisé, qui se termina par un toast au champagne. Pelao n'en revenait pas de voir quels bons souvenirs j'avais laissés dans cette ville. À vrai dire, moi non plus. Le 6, après nous être mutuellement promis de nous retrouver à Villa Concepción del Tio, un 8 décembre, jour de fête du saint patron de la ville, nous sommes repartis vers San Martin de los Andes. La route sablonneuse était en piteux état. Nous contraignions à rouler lentement sans pour autant nous éviter de tomber à plusieurs reprises, même si les chutes étaient sans gravité. Peu à peu, le paysage et le chemin se sont améliorés. Une route sur une corniche, aussi dangereuse que pittoresque, nous a menés au lac Carrue Chico, puis quelques kilomètres plus loin, au lac Carrue Grande. C'est un endroit majestueux,
entourés de hauts pics montagneux dont la plupart sont couverts de neige éternelle. Aussitôt, nous avons souhaité en escalader un. Nous avons laissé la moto sous la surveillance d'un garde forestier auquel nous avons acheté 2 pains tranchés avant d'entamer notre ascension. Nous avons remonté le cours d'un torrent qui se jette dans le lac. Sur toute sa longueur, le courant est barré par des arbres abattus par la foudre et le vent. Coaigus, êtres nains, chênes, frênes. L'eau se faufile à travers ces obstacles ou bondit par-dessus. La côte est devenue de plus en plus raide, et le torrent s'est transformé en une grande cascade. À cet endroit, nous avons dû nous éloigner du cours d'eau et nous enfoncer dans un champ de roseaux à l'ombre d'arbres gigantesques. Après 4 heures de progression ardue, nous avons atteint la zone boisée du versant montagneux et bifurqué vers l'escarpement apparemment inaccessible qui se dressait devant nous. Nous nous sommes mis à 4 pattes, nous accrochant aux rochers et à tout ce qui pouvait nous servir d'appui. À quelques mètres du champ de neige qui couronnait la cime, Ernesto, qui ouvrait la marche, agrippa un affleurement rocheux qui manqua de se détacher sous ses doigts. Il tenta, d'un geste désespéré, de le maintenir en place car sa chute aurait irrémédiablement entraîné la sienne. Je me suis précipité pour l'aider à le soutenir d'une main, mais sans appui stable, nous courions tous deux le risque d'être précipités en arrière. Au terme d'un violent effort, nous nous sommes brusquement dégagés, lui à gauche, moi à droite, pour laisser la roche dégringoler entre nous. C'est seulement en la voyant s'écraser, rebondir sur la paroi et voler en éclats quelques centaines de mètres en contrebas, que je compris à quel danger nous venions d'échapper. Après nous être offert un bref repos, nous sommes repartis, et bientôt, nous pouvions admirer l'immense panorama qui s'étendait à nos pieds. Une bataille de boules de neige, et 3 ou 4 photos plus tard, nous avons entrepris de redescendre. Nous étions ravis de notre petit succès, mais nous n'avions aucune idée des obstacles qui nous attendaient avant d'arriver au terme de notre aventure. Comme à l'aller, nous avons suivi un torrent alimenté par la fonte des neiges en nous rattrapant aux branches des myrtes qui, à cette altitude, prolifèrent comme des broussailles. Elles étaient si denses que nous devions presque ramper sous elles, coincés entre la paroi et l'abysse qui s'ouvrait sur le côté. Notre progression était de plus en plus lente. Le soleil était en train de se coucher lorsque nous nous sommes soudain retrouvés au bord d'une crevasse qui tombait à pic. Le choix, dès lors, était simple. Ou nous faisions demi-tour, manœuvre suicidaire, ou nous tentions de gravir la paroi montagneuse en nous aidant des branches et des couigues jusqu'à ce que nous trouvions un passage. Fuser partit le premier. Quelques mètres plus haut, un chemin étroit descendait vers les bois qui couvraient le versant. Tandis que je suivais mon ami, je sentis la pierre sur laquelle j'avais posé la pointe de ma chaussure se dérober. Je me raccrochai avec la force du désespoir aux arbustes qui poussaient dans les fissures de la paroi, et constatai avec angoisse que leurs maigres racines commençaient à se détacher. Par chance, mes pieds et mes mains trouvèrent en même temps des anfractuosités grâce auxquelles je pus me ressaisir et reprendre mon souffle. C'est alors qu'au-dessus de moi, User, alarmé par mon retard, se retourna et, me tendant la main, me hissa vers lui, pantelant. Je me rendis compte que j'avais perdu mes lunettes, tombées pendant que je me débattais. Les derniers rayons du soleil les faisaient luire tout en bas. On aurait dit que, d'un clin d'œil, elle me disait « Tu l'as vraiment échappé belle ». Notre descente s'est poursuivie dans les bois et les champs de roseaux, désormais plongés dans l'obscurité. Nous butions contre des troncs d'arbres couchés. Nous relevions, tombions de nouveau. Nous étions épuisés, mais, plus sûrement encore, de fort belle humeur. Les plaisanteries fusaient à chaque chute, ou à chaque fois que nos vêtements s'accrochaient dans les broussailles. Il était 23 heures, que nous avons enfin retrouvé le torrent du départ. En suivant la berge, nous sommes arrivés peu après face au magnifique spectacle du lac illuminé par la lune. Même impatients de rentrer, nous n'avons pu nous empêcher de nous asseoir à la lisière d'un bois pour admirer la beauté du lac et des montagnes environnantes. Pris dans la lueur argentée de la lune, les arbres paraissaient pétrifiés. Finalement, nous avons atteint la cabane du garde forestier qui nous laissa dormir dans la cuisine. Au matin, après avoir longé les rives du lac Lologue, nous sommes retournés à San Martin de los Andes. Là, nous avons récupéré notre équipement et avons repris notre périple. Passé le lac Macheco, le lac Villarino, le lac Hermoso, puis le lac Tormentoso,
Nous avons décidé de marquer une pause et d'établir notre campement au prochain lac. Ce fut quelques kilomètres plus loin, l'Espero Grande. La beauté et le calme qui s'en dégagent sont indicibles, mais son nom suffit. Le grand miroir. Là se produisit un incident amusant qui, une fois de plus, démontre l'aptitude d'Ernesto à agir de façon décisive sur une impulsion subite. Nous nous étions installés sous un myrte en fleurs qui avait poussé presque au bord du lac. Nous avions mangé de la viande en conserve et choisi de combler ce qui nous restait d'appétit avec du maté et du pain rassis. Soudain, un marcheur fit son apparition. Nous l'avons invité à s'asseoir avec nous et à partager notre maté. Après avoir accepté, il se lança dans une longue improvisation, tantôt dialogue, tantôt monologue. Il chanta les louanges de la moto, nous demanda combien avait coûté Poderosa 2, quelle était sa cylindrée, puis il manifesta un vif intérêt pour nos sacoches, s'enquit de la qualité de nos vestes en cuir. Il faisait presque seul les frais de la discussion et ne s'attirait de ma part que des réponses abruptes, car je ne voulais pas encourager sa logorée. Husser, lui, gardait le silence et observait l'infusion du maté. Notre convive nous mit alors en garde contre un voleur chilien qui écumait la région. Dormir à la belle étoile dans ces conditions n'était pas recommandé, car cet homme pouvait aisément nous délester de notre moto, de nos vêtements et de notre argent. Je hasardai une remarque qui me sembla sur le coup justifiée. Impassible, tel le sphinx, Fuser continuait de surveiller le maté, tout en observant des canards qui batifolaient près du rivage. L'homme continuait à parler du Chilien et tentait d'arracher quelques mots à Pelao. C'est alors qu'Ernesto tira de sa botte un petit Smith Wesson et, presque sans viser, tira sur un des canards qui poussa un cri aigu et bascula, inerte, sur le côté. Stupéfait, notre visiteur se releva d'un bond et bredouilla un au revoir hâtif. En le voyant décamper de la sorte, Fuser partit d'un grand rire. Comme nous ne voulions pas dresser la tente pour une seule nuit, nous nous sommes allongés à côté de la moto, la toile de tente tendue au-dessus de nous. À l'aube, nous nous sommes mis en route pour Bariloche. 11 heures de route plus tard, nous contemplions le célèbre lac Nahuel où nous nous trouvons à présent. Tenter de le décrire reviendrait à enfiler cliché sur cliché. Comment traduire par des mots les métamorphoses colorées de l'eau et du ciel, la majesté des cimes enneigées, la sérénité qui émane de ce paysage? Tout ce que je puis dire, c'est que, sans un mot, nous avons de nouveau quitté la route pour nous asseoir juste au bord de l'eau. Là, nous avons attendu que meurent les rayons du soleil tout en admirant la grandeur du spectacle qui se déployait devant nos yeux. Bientôt, les flammes de notre feu de camp furent la seule lumière visible sur le rivage. À leur lueur de plus en plus faible, nous distinguions à peine la couronne flétrie du myrte sous lequel nous nous préparions à dormir.